Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours consacré à la construction européenne. Alors aujourd'hui, on va voir la période qui sépare le traité de Rome 1957 du traité de Maastricht 1992. Et donc on va parler de la communauté économique européenne, la CE, qui était créée en 1957. Et on va voir un peu comment l'Europe se construit durant cette période et comment elle va s'élargir à d'autres pays. Vous voyez sur cette caricature l'Eurobus qui a été lancé, c'est-à-dire ces pays européens qui foncent ensemble dans la même direction et qui vont récupérer d'autres pays. Ici, vous voyez la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais on reviendra là-dessus. Alors, l'Europe des 6-57, souvenez-vous, a créé la CE, la Communauté économique européenne. Une de ses grandes réalisations, au-delà d'Euratom et de la CECK qui est restée là, c'est la mise en place de la PAC, la politique agricole commune. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Le but de la PAC, c'est que tous les pays européens aient les mêmes règles en termes de production agricole pour fournir des produits alimentaires aux Européens, c'est-à-dire qu'on puisse se nourrir en Europe sans importer ce qu'on consomme, donc sans être dépendant des autres, donc ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire, et ceci à des prix qui soient des prix très abordables pour que l'alimentation ne soit plus un gros poste de dépense pour les habitants d'Europe à l'époque-là. L'idée vraiment, c'est d'avoir une politique qui permette d'avoir des produits alimentaires produits en Europe et pour un coût raisonnable, tout en soutenant les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas confrontés à une concurrence internationale qui les mène à la ruine. Alors vous avez, en 1962, vous avez 6 millions d'agriculteurs, au moment où on est dans l'Europe des 6 et où l'Europe est créée avec le traité de Rome. D'accord. Vous avez 6 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, à l'Europe des 28, on en a 14 millions. Donc vous voyez, on est passé de 6 membres en 57 à aujourd'hui à 28, 27, moins les Anglais, mais peu importe. On a donc une multiplication du nombre de pays et de la population européenne. Et on a en fait de moins en moins d'agriculteurs en proportion, puisqu'en 2005, on voit bien, on a un peu plus du double d'agriculteurs qu'on avait en 57. Bon, bah, ce qui veut dire, on a déjà parlé de ça en cours, avec la modernisation de l'agriculture, on a de moins en moins d'agriculteurs, mais qui produisent de plus en plus, parce que les gens travaillent dans l'industrie ou dans le secteur des services. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, la PAC, ça consiste en quoi? C'est très simple. L'Europe, la CE, la Communauté économique européenne et l'Union européenne aujourd'hui, donnent des subventions, donc de l'argent aux agriculteurs pour qu'ils se modernisent, d'accord, qu'ils aient du matériel qui soit moderne, et on leur fixe un prix garanti, d'accord, ce qu'on appelle un quota, pour qu'ils soient sûrs de leurs revenus. En somme, ça veut dire que s'ils savent qu'ils produisent 100, on leur achètera les 100 à, je sais pas moi, 10. Donc, ils savent qu'ils auront 1000 de revenus obligatoires. L'idée, c'est de permettre aux agriculteurs de se moderniser, de produire de plus en plus, en ayant, sans être ruinés, et sans qu'ils se fassent une grosse concurrence entre eux, et que, si vous voulez, les petits se fassent écraser par les gros, et surtout par la concurrence étrangère, de sorte à ce qu'on ait un nombre d'agriculteurs en Europe qui produisent de quoi nourrir tout le monde, mais dans des bonnes conditions. Voilà, je ne rentre pas plus que ça dans le détail, mais retenez que le but de la PAC, c'est de soutenir les agriculteurs, d'atteindre l'autonomie alimentaire au niveau du continent. Alors, 62, je vous l'ai dit, maintenant on va arriver en 1973. 73, c'est le moment où l'Europe D6, d'accord, n'oubliez pas, là vous avez la RFA, on en parlera plus tard. L'Europe D6 va s'élargir à 3 pays, vous voyez, l'Irlande, l'Angleterre et le Danemark. Alors, voyons un peu. Ça s'est fait par des référendums, c'est-à-dire qu'on a posé la question, d'accord, à tous les pays d'Europe pour savoir s'ils étaient d'accord, tous les pays membres, pour accueillir ces nouveaux pays. Voyons comment c'est traité à l'époque dans les informations. Tout avait commencé le 22 janvier 1972 au palais d'Egmont à Bruxelles. Ce jour-là, au terme de 11 années de malentendus et de méfiance, Anglais, Irlandais, Norvégiens et Danois rejoignaient le club des 6. 70 millions d'habitants et de consommateurs viennent renforcer les 180 millions de la communauté. À Washington, le président Nixon pèse les avantages et les menaces de cette nouvelle puissance agricole et industrielle. Mais son message de bienvenue demeure chaleureux. D'ailleurs, M. Nixon a 11 mois pour observer les tendances de la communauté élargie et en cours de route, Irlandais, Danois et Norvégiens doivent encore ratifier la décision de leur gouvernement. À Bruxelles, côté court, délégués et experts apprennent à travailler ensemble. Construire l'Europe à 10, c'est bien, mais quelle Europe? De cette interrogation naît l'idée du sommet de Paris, chère à M. Pompidou. Sans impulsion, sans volonté politique, sans objectif à long terme,
l'Europe s'enlisera, fera du surplace et finalement décevra. C'est le thème d'une série de tête-à-tête qui, en mars, conduit M. Pompidou de l'autre côté de la Manche chez le premier Britannique, M. Heath. Pragmatiques, les deux hommes retrouvent et confirment leur communauté d'esprit et d'approche. La construction européenne est affaire de longue haleine, chacun doit garder son identité, il faut tirer le meilleur parti des institutions existantes et sur le plan monétaire et commercial, face au dollar, eh bien, l'Angleterre est prête à jouer la carte Europe. Le 23 avril, à la demande de M. Pompidou, c'est au tour des Français de se prononcer sur cette Europe. Leur réponse est un oui du bout des lèvres. 39% d'abstention. Indifférence, sentiment que le résultat était acquis d'avance et ne valait pas le déplacement. Quoi qu'il en soit, l'Europe s'étonne de notre manque de conviction, mais ne nous en tient pas rigueur. En tout cas, M. Pompidou pense toujours sommet et, sans se décourager, reprend en mai à Luxembourg son bâton de pèlerin européen. C'est alors que les Français découvrent que le référendum n'est pas une institution exclusive de la Ve République. Cette fois, c'est en République d'Irlande que la bataille du oui et du non fait rage. À Dublin, ce sont les nationalistes qui prêchent le non. Pour eux, s'unir à l'Europe, c'est renoncer à l'union avec l'Irlande du Nord. Pour le gouvernement de M. Lynch et ses alliés, dire oui à l'Europe, c'est ouvrir le chemin de la prospérité. À leur grande surprise, 83% des Irlandais succombent avec enthousiasme à ces arguments réalistes. Dublin sera présent au sommet de Paris. En automne, c'est le tour de la Norvège, tiraillée entre l'appel du Sud et la solidarité scandinave. Ici, les anti-européens ont la partie plus facile. Ne dit-on pas dans le langage courant « je vais en Europe ». L'éloignement, l'insularité et le souci de ne pas perdre une certaine qualité de la vie norvégienne font pencher la balance en faveur du non. Une crise politique grave s'ouvre à Oslo. Les 10 de Bruxelles ne sont plus que 9. Mais cette joie victorieuse sera peut-être de courte durée. La Norvège peut retrouver demain le chemin de l'Europe. Beaucoup de Norvégiens ont regretté que le référendum danois n'ait pas précédé le leur. Pour les Danois, le oui à l'Europe est une question de bon sens et de réalisme économique. Leur agriculture ne peut se passer des débouchés européens et surtout du marché anglais. Est-il possible, est-il concevable de priver les Anglais de bacon danois ? Je crois qu'au Danemark, on va voter à l'inverse de ce qu'on a fait en Norvège. Donc, premièrement, je crois que ça sera un oui, un petit oui peut-être, mais un oui, je crois quand même. Le pronostic de ce jeune électeur est pessimiste. En fait, le oui danois est net et franc. Voilà, les peuples ont fait leur choix. Et le 19 octobre à Paris, les 9 peuvent maintenant prendre conscience de leur nouvelle force. Une Europe de 250 millions d'habitants, plus peuplée que les États-Unis et l'Union soviétique. La première puissance commerciale du monde, mais à condition de parler d'une seule voix, face à la puissance économique et monétaire des États-Unis, face à l'inflation, face à l'URSS, qui veut organiser à sa manière la sécurité européenne. On pouvait craindre que ce sommet ne fût qu'une fête de famille, ponctuée de beaux discours. Pourtant, sous la présidence de M. Pompidou, les 9 chefs d'État et de gouvernement rejettent la querelle des institutions et travaillent dans le concret, et cela en dépit de leurs soucis électoraux. Création d'une Union européenne d'ici à 1980 dotée de sa propre monnaie. Création d'un fonds de coopération monétaire, coordination de la lutte contre l'inflation, fonds spécial pour l'aide aux régions défavorisées, politique commune de l'emploi et de la formation professionnelle, autant de décisions qui, dans les années à venir, vont modifier la vie de chaque Européen. Enfin, une préoccupation nouvelle retient l'attention des 9, la qualité de la vie, de notre vie. Selon la formule du président Pompidou, l'Europe doit être au service des hommes et pas seulement des marchands. Donc vous voyez, l'Union européenne se met en place dans les années 60-70. On consulte les peuples, il y en a qui vont refuser comme la Norvège, d'autres qui vont adhérer comme l'Irlande, l'Angleterre ou le Danemark. Et vous voyez qu'on a ces projets, l'idée c'est de se renforcer, de se coopérer et de faire une énorme puissance économique face aux États-Unis et à l'Union soviétique. Il n'est pas question de coopération en termes militaires ou quoi que ce soit. Pour l'instant, l'Europe c'est un gros marché et l'idée c'est d'assurer la prospérité des peuples. Et de trouver des débouchés notamment. Pour l'agriculture, ça a été mentionné. Alors vous voyez, dans la vidéo, on mentionnait pas mal de choses, création d'une monnaie commune dès les années 80. Ça va pas se faire, d'accord ? Ça se fera pas, ça se fera beaucoup plus tard. Je reviendrai là-dessus à la fin de ce cours.
81, la Grèce entre dans l'Union européenne. Alors la Grèce était une dictature jusqu'au milieu des années 70, la dictature des colonels grecs. L'armée avait pris le pouvoir. Et une fois que la démocratie est revenue, la Grèce, pour se développer, va chercher à intégrer le marché commun et cette communauté économique européenne, parce que ce sera l'occasion pour elle de faire du commerce facilement avec les pays membres, et donc d'essayer de trouver un peu de prospérité. Il y a tout juste 2500 ans naissait le concept de démocratie. La démocratie athénienne préfigurait ainsi les bases des fondements constitutionnels de l'Europe du XXe siècle. Et il aura fallu attendre le 1er janvier 81 pour que la Grèce constitue le 10e maillon de la communauté européenne. Aboutissement logique pour la patrie de Périclès, l'une des civilisations qui a modelé le bassin méditerranéen et qui se pose aujourd'hui en contrepoids à cette Europe d'essence anglo-saxonne. 132 000 km², un peu moins du quart de la France pour 9 millions d'habitants, la Grèce a toujours entretenu des relations privilégiées avec les 6, puis avec les 9. Ainsi, dès le 9 juillet 61, un accord d'association était signé à Athènes entre la Grèce et la communauté. Il en trouverait les portes de l'Europe communautaire dès lors que la Grèce serait en état d'accepter les obligations découlant des traités européens. On visait en particulier les secteurs industriels et agricoles. Mais pendant 7 ans, après le coup d'État des militaires de 67 à 74, les colonels ont gelé les accords. Et c'est au moins autant pour conjurer toute velléité de dictature que pour s'ouvrir des nouveaux marchés que la Grèce tenait à son adhésion. Monsieur Constantin Karamanlis, notre président de la République, instigateur et fondateur de cette adhésion, a maintes fois déclaré qu'une des raisons principales de notre adhésion aux communautés européennes est la sauvegarde de notre régime démocratique. Nous le disions, les secteurs agricoles et industriels ont fait l'objet de négociations, cela depuis 1974. L'Europe verte d'abord, l'intégration sera progressive. On veut ainsi graduellement rapprocher les prix grecs des prix communautaires. Et puis, les Neufs craignaient aussi le déferlement sur le marché de certains produits achetés à des prix avantageux pour les Grecs. En Alsace, on évoque en particulier le tabac ou encore le vin. Aucun risque, rétorque-t-il, nos exportations de produits agricoles vers la communauté ne représentent en tout état de cause que 0,6% de la production agricole européenne. Comme ils veulent également convaincre, version officielle, que la concurrence dans le secteur textile ne dérangera pas le marché. Mais cela, aucun industriel n'a accepté de nous le confirmer devant la caméra. Donc, les espoirs pour les pays continuent. Intégrer la CE, le marché commun dans les années 70-80, c'est l'espoir d'un développement et d'une prospérité pour les différents pays membres. Alors, en 86, vous voyez, il y a 2 autres pays qui vont rejoindre la communauté européenne. Ce sont l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal vont intégrer l'Europe à ce moment-là. Pourquoi pas plus tôt ? Parce que jusqu'au milieu des années 70, c'était des dictatures. Et que le temps que la démocratie s'installe là-bas et qu'on négocie l'entrée de ces pays-là dans le marché commun, il s'est écoulé un certain nombre d'années. Depuis hier soir minuit, l'Europe compte officiellement 2 pays de plus, l'Espagne et le Portugal. En entrant dans le club des démocraties européennes, ils lui ont apporté 50 millions d'habitants de plus et quelques problèmes supplémentaires également. À dire vrai, le Portugal, lui, n'en pose guère, mais l'arrivée de l'Espagne, en revanche, continue de susciter beaucoup de polémiques, et surtout en France. Cela dit, du côté espagnol, tout le monde n'applaudit pas non plus. L'adhésion est importante sur le plan politique, mais les industriels espagnols, par exemple, craignent la concurrence en ouvrant leurs frontières. Claude Guénaud. Il y a 10 ans, cette plaine du sud de l'Andalousie, entre Sierra et Méditerranée, servait de décor de cinéma pour les westerns. Aujourd'hui, grâce à l'irrigation, c'est un véritable océan de 9000 hectares de serres. On y fait 2 récoltes et demie de tomates par an. C'est cette Espagne-là qui fait peur aux producteurs français de fruits et légumes. Ils craignent de ne pouvoir résister à cette concurrence venue du sud. Car l'Espagne, en plus du soleil, c'est aussi des coûts de production très bas, en raison d'une main-d'œuvre bon marché. Et maintenant, avec son adhésion, l'Espagne va surmonter son principal handicap,
celui des barrières douanières qui vont progressivement disparaître. Des avantages, nous allons en avoir, car nous ne serons plus obligés de payer d'importants droits de douane comme à présent. Nous ne serons pas sujets à des contingentements pour certains produits, comme les tomates et les concombres. Et nous ne serons pas soumis à des montants compensatoires d'entrée qui sont répercutés fortement sur les producteurs de cette région. Le dossier des fruits et légumes est avec celui du vin le plus épineux. Cependant, pour estomper le choc et permettre aux producteurs français de s'adapter, on a fixé à 10 années la période transitoire avant que les produits espagnols ne puissent circuler librement en Europe. Mais de l'autre côté des Pyrénées, on a aussi des inquiétudes, en particulier chez les éleveurs et les céréaliers. La communauté peut poser des problèmes énormes à l'agriculture espagnole dans les domaines des produits continentaux, surtout dans les domaines laitiers, dans les domaines de la viande et dans les domaines des céréales. Donc nous sommes tout à fait déficitaires. L'Espagne est déficitaire dans la production de lait. La France il a des excédents terribles. Je pense donc que là il y a 2 points complémentaires que la France va sortir gagnante. Et également les céréales. Les céréales aussi. L'Espagne il est déficitaire, il importe beaucoup de céréales. Donc c'est un marché potentiel très important. Si dans le domaine agricole, l'Espagne a globalement beaucoup à gagner, côté industrie, les avantages sont moins nets. Jusqu'alors, les entreprises espagnoles vivaient à l'abri de droits de douane très élevés. La fin de ce protectionnisme sera très dure pour beaucoup de secteurs industriels espagnols peu performants, tandis que le chômage, qui est le plus élevé d'Europe, risque encore d'augmenter. L'Espagne a obtenu des délais raisonnables pour éviter des drames dans l'industrie. Néanmoins, il est à craindre que certains secteurs espagnols vont souffrir beaucoup les premières années. Dans les domaines industriels, nous les Espagnols, nous devrons faire un effort énorme, étant donné que nous sommes beaucoup moins compétitifs que la moyenne des États membres actuels de la communauté. Pour rattraper son retard, l'Espagne va donc devoir accélérer la modernisation de son industrie. Dans le même temps, les produits allemands, italiens et français vont pénétrer plus facilement les marchés ibériques. La direction de la prévision en France estime que la France peut augmenter ses exportations vers l'Espagne, exportations industrielles, de produits industriels de 50%, ce qui représente 9 milliards de nouveaux francs supplémentaires. Finalement, pour l'Espagne, son adhésion au marché commun représente un pari dans lequel elle a peut-être plus à perdre qu'à gagner. Mais c'est pour elle très important sur le plan politique. Elle s'intègre ainsi dans le cercle des démocraties européennes. Il lui faudra cependant attendre encore 10 années, la fin d'une période de transition, pour être membre à part entière de l'Europe. Donc vous voyez, l'Espagne intègre l'Union européenne et on voit bien que ça pose plein de questions à l'époque parce que l'Espagne est beaucoup plus pauvre que le reste des pays, ce qui veut dire que la main-d'œuvre, le coût du travail est beaucoup plus faible, notamment dans l'agriculture. Et pour des pays comme la France, il y a une crainte de voir effectivement les produits agricoles espagnols venir concurrencer de façon très forte la production française. Ce qui va se produire, puisqu'effectivement aujourd'hui les 3/4 des tomates ou des poivrons de ce qu'on a vu, une grande partie de la production industrielle française et européenne est faite en Espagne, mais en même temps ce sera l'occasion pour les producteurs français de vendre leur lait aux Espagnols. Donc on voit qu'il y a toute une concurrence qui se met en place, que l'industrie espagnole est très menacée, parce que en fait elle n'était pas très efficace, pas très productive, pas très performante, comparée à l'industrie française et surtout à l'industrie allemande, ce qui veut dire que les produits allemands et français vont détruire une partie de l'industrie espagnole. Donc vous avez une concurrence qui se met en place entre pays. Alors, ce qu'ils n'ont pas vu venir dans le reportage qu'on voit là, c'est que les pays, l'économie du tourisme espagnol va considérablement bénéficier de l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne, puisque des millions de touristes vont pouvoir venir s'installer. Vont pouvoir venir voyager en Espagne, et que ça permettra le développement d'une nouvelle économie. Donc les choses sont jamais simples. C'est ni tout blanc ni tout noir. Alors 86, c'est une année importante parce que en fait on va réécrire un peu les traités de Rome. C'est ce qu'on a appelé l'acte unique européen. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait l'acte unique européen, ça fait une chose fondamentale parce que ça fait rentrer une règle qui s'appelle la règle de la majorité. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour prendre une décision, une règle européenne, ce qu'on appelle une directive, il fallait avoir la majorité des pays, l'unanimité des pays qui soient d'accord. Donc tous les pays devaient être d'accord pour changer une règle. Et désormais, il y a des domaines, dans les domaines économiques et dans la réglementation,
ce sera la majorité. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus ça devient difficile d'être d'accord. Et là, on dit voilà, si on a la moitié des pays qui sont d'accord, eh ben, une règle peut être adoptée. Donc c'est un moment très important, ça. 90, réunification de l'Allemagne, effectivement. Rappelez-vous, 89, chute du mur de Berlin. 90, Allemagne, la RDA, l'Allemagne de l'Est, fusionne avec la RFA, ce qui crée la République allemande actuelle. Et donc l'Allemagne est réunifiée et fait pleinement partie. C'est la fin du rideau de fer. En 95, on va avoir des nouveaux pays qui vont entrer. La Norvège, toujours pas membre, hein, d'accord. Par contre, la Suède et la Finlande, et ici vous voyez l'Autriche, intègrent l'Union européenne. L'Autriche ne l'avait toujours pas fait. Pourquoi? Parce que proximité avec le rideau de fer, etc. Et puis d'autres débats dans lesquels je n'entre pas. Donc en 95, on est arrivé à l'Europe des 15. 86, c'était l'Europe des 12. 95, l'Europe des 15. On va s'arrêter là pour la construction européenne, l'élargissement. Parce que vous verrez qu'en fait, entre 86 et 95, il y a eu un traité très important dont je vous parlerai la prochaine fois. En fait, les négociations de ces trois pays-là ont commencé avant 92. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais en 92, vous avez le traité de Maastricht qui est signé et qui, lui, va créer l'Union européenne. Ce sera la fin de la communauté européenne, mais on en parlera une prochaine fois. Voyons en 95 un peu l'intégration des pays en question et ce bilan qui peut être fait de l'élargissement progressif de la CE. Le 1er janvier 1995 a scellé également l'Europe des 15, 12 plus 3, les derniers arrivants étant l'Autriche, la Finlande et la Suède. Cela signifie aussi un nouvel espace géographique qui s'étend du Péloponnèse au cercle polaire et de l'Atlantique à la frontière hongroise. Les explications de Remedios Sánchez Pascual. C'est la 4e fois depuis le traité de Rome en 1957 que la communauté européenne s'élargit. Avec les entrées de l'Espagne et du Portugal en 1986, c'était l'Europe des 12. Avec l'arrivée de la Suède, l'Autriche et la Finlande, c'est maintenant l'Europe des 15. Cette nouvelle Union européenne est ainsi la première puissance économique au monde, un marché de 370 millions de consommateurs. Qui sont ces trois nouveaux adhérents ? La Suède, 8 700 000 habitants, un produit intérieur brut le plus élevé de l'Union européenne, un pays très avancé dans les domaines de la protection sociale et de l'environnement. L'Autriche, 7 800 000 habitants qui produisent quasiment autant de richesses que les 55 millions de Français, une agriculture de montagne pour laquelle Vienne a demandé et obtenu des concessions de ses partenaires. La Finlande, enfin, seulement 5 millions d'âmes, mais le 4e pays sur 15 en matière de PIB par habitant. Helsinki a également obtenu des aides communautaires massives pour son agriculture sur les territoires les moins peuplés, près du cercle polaire. Avec l'arrivée de ces trois pays, les 15 nourrissent de vastes ambitions. Une véritable Union européenne dotée d'une politique étrangère et de sécurité commune et une monnaie unique avant la fin du siècle, conformément au traité de Maastricht. Et 5 candidats officiels frappent également à la porte de l'Europe: Chypre, Malte, la Hongrie, la Pologne et la Turquie. Alors, là vous l'avez deviné, si on revient à la carte précédente, vous vous en souvenez, l'Europe des 15, eh ben c'est toute l'Europe de l'Ouest, moins la Suisse, qui fait partie désormais d'une union qui s'appelle Union européenne depuis 92. On a vu là qu'elle avait plein de projets, une politique étrangère commune, donc parler d'une même voix au niveau mondial. C'est la première puissance économique, mais pas politique, hein, économique du monde. C'est la plus grande zone de richesse, ce marché commun. Et d'autres pays frappent. Mais 95, c'est l'Europe des 15. Et on verra ce qui s'est passé ensuite, à partir de 92, le traité de Maastricht et les ambitions de l'Union européenne. Jusqu'à aujourd'hui, on verra ça dans une prochaine vidéo. Important de voir les critères d'adhésion. Qu'est-ce qui fait qu'un pays peut rentrer? Eh bien, c'est simple. Une stabilité des institutions garantissant la démocratie, la primauté du droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que le respect de la protection des minorités. En clair, seules les démocraties, les pays démocratiques qui respectent les droits de l'homme et où les individus et des droits peuvent intégrer l'Union européenne, donc pas de dictature au niveau politique. Et au niveau économique, c'est l'existence d'une économie de marché. Donc d'accord, concrètement, c'est pas de pays communiste. Il faut un pays capitaliste qui ait une économie de marché et qui puisse intégrer le marché commun et laisser ses entreprises jouer le jeu de la concurrence. D'accord ? Ils sont résumés là: respect des droits de l'homme, démocratie, économie de marché et stabilité monétaire et capacité financière. Il ne faut pas être un État trop endetté, mais on en parlera la prochaine fois. Donc voilà la trace écrite à noter. La CE mène à bien ses projets, notamment la PAC, en 62, c'est important.
L'acte unique européen modifie le traité de Rome et renforce en fait le marché commun et la capacité, le champ des décisions désormais de la CE. D'accord ? Les États membres ont transféré ce qu'on appelle une part de leur souveraineté. À partir de l'acte unique, les États disent « Ok, il y a des décisions qui peuvent être prises par la CE, même si je ne suis pas d'accord. » C'est ça qui se joue avec cette règle de la majorité. Et donc, l'existence d'institutions est un critère d'adhésion à l'Union européenne, à la communauté européenne, pardon. Donc, il y aura tout un tas d'élargissements qu'on a vu là, à des pays qui étaient anciennement des dictatures ou qui n'étaient pas des démocraties. Et petit à petit, le club démocratique européen se forme. Donc, en 92, toute l'Union européenne fait partie de la CE, sauf la suite. CE qui devient l'UE à partir du traité de Maastricht, mais c'est ce qu'on verra une prochaine fois. Je vous remercie.